Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante est arrivée au terme de sa mission. Elle a remis son rapport général au chef de l'État. La remise de ce rapport marque définitivement la fin du processus électoral qui a conduit à la présidentielle de 2015. Nous allons revenir sur ce rapport, son contenu, les recommandations qui ont été formulées aux différentes parties. Et en seconde partie d'émission, nous évoquons à nouveau le drame qui est survenu dans l'usine Wassem à Tabligou avec le pasteur Ido Komi. Pour cette première partie, je reçois le premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Yao Dati. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie et la CENI Pamawa vous remercie pour tout ce que vous faites. La CENI remercie la télévision LCF, de même que les premiers responsables de cette chaîne-là, qui fait un travail vraiment noble et qui a accompagné la CENI durant tout le processus électoral de 2015. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, j'aimerais vous demander comment vous vous portez, aussi bien vous que les autres de la CENI. Disons qu'on se porte mieux. On se porte mieux. C'est ouf, que, ah oui, c'est vraiment un ouf. Après les temps durs, surtout durs vers la fin, aujourd'hui, disons qu'on se porte mieux. Et on espère qu'on va tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé pour que demain, on fasse encore des œuvres plus utiles à la nation. Dans quelle ambiance vous avez terminé le travail? Disons que le travail a été fini avec le nombre de personnes un peu réduit. Parce que vous avez été impliqué de 5 personnes. On a été impliqué de 5 personnes qui ont volontairement décidé de ne plus participer aux travaux. Et avec le reste des 12 personnes, on a pu terminer le travail et on a rendu le rapport. Alors on va revenir dans un instant sur le rapport, mais on a vu tout ce qu'il y a eu vers la fin, toute cette tergiversation, il faut le dire comme ça. À quoi cela est dû? Non, vous savez, je crois que il y a un certain nombre de choses que nous devons commencer par essayer de disséquer dans notre nation. Parce que lorsque nous avons opté pour la démocratie, il faut accepter les principes. Et ces principes, que lorsque c'est noir, il faut dire que c'est noir, lorsque c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. La démocratie suppose que vous êtes engagé pour faire un travail, il faut le faire du début jusqu'à la fin. Même si vous, en tant que militant, vous constatez que ce n'est pas votre candidat qui est en train de gagner entre parenthèses, vous avez accepté faire ce travail, il faut le faire jusqu'à la fin. Donc c'est ce que nous n'avons pas vu. Vous savez, lorsque moi je prends un peu ce que nous avons connu sur le chemin de la démocratie, je me dis qu'à un moment donné, et avant les années 90, lorsque les premiers responsables qui étaient au devant de la lutte, lorsqu'ils disent que nous voulons avoir ça, ils l'ont. Ils l'ont. On était jeunes dans ce temps-là, moi j'étais en terminale, ce temps-là. Mais lorsqu'ils disent nous voulons avoir ça, ils l'ont. Mais après un certain temps, surtout après la conférence, la lutte s'est transformée en une sorte de mensonge où on cherche à faire en sorte de croire au peuple que c'est ça qui est vrai, alors que ce n'est que du mensonge. Vous vous souvenez, si je ne veux pas aller loin, vous vous souvenez qu'il y a eu des moments où on nous dit que il y a des bateaux équipés d'armes sur la mer qui viendront faire ceci, cela, alors que ceux qui le disent savent pertinemment que ce n'est pas juste. C'est la même chose qui s'est passée. Dans la nuit du 25 à 23 heures, tout le monde avait les résultats. Tout le monde, sans exception. Ils ont dit qu'ils ne l'ont jamais. J'ai reçu des gens dans cette même émission qui étaient assis à votre place qui ont dit non, qu'ils ne l'ont jamais eu. Ce serait grave pour eux. Alors pourquoi alors, dans ce cas-là, ils ont promis ciel et terre aux Togolais que nous allons sécuriser les résultats. Nous avons déployé 20 000 personnes pour avoir les résultats. Ça veut dire qu'ils sont dans tous les bureaux de vote. Et donc, automatiquement, ils doivent l'avoir. Mais je crois que nous sommes là en 98, 72 heures après les élections. Les résultats, tout le monde les a eus. En 2005, 72 heures plus après, tout le monde les a eus. Et les gens ont présenté des preuves. D'accord?
Mais là, nous sommes en 2015. Ça fait 3 mois que nous avons fait les élections. Alors, moi, je dis, et tout ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, c'est que, vous savez, il y a un moment où, lorsque Hitler avait décidé d'embobiner le peuple allemand, c'est pas le mensonge. Et ils sont arrivés à embobiner tout le monde jusqu'à un moment donné. Vous avez vu ce que ça a donné, la guerre? Vous voulez comparer carrément à Hitler? Ah non, non, mais ça dit qu'il y a des choses, lorsqu'on continue pas le faire, on va vers là. Et le peuple étant là, et lorsqu'on l'embobine pour dire c'est ça la vérité, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas la vérité, on a des problèmes. Aujourd'hui, la seule chose que moi j'ai dit déjà, j'ai demandé à vos collègues déjà qui m'ont interviewé sur la chose, mais bon, nous, CENI, on a fait un travail. On a des preuves. On a donné les 42 procès-verbaux à tout le monde. Demandez à ceux qui disent que c'est pas bon, donnez-nous vos preuves. Et comme ça, vous comparez. Peut-être qu'il ne peut pas donner ça à la population, mais qu'il donne au moins aux journalistes pour comparer. C'est ça seul, c'est ça qui peut départager les gens. Ça fait 3 mois qu'on a fait les élections. Et les dépouillements dans les bureaux de vote ont été publics. Chacun a eu droit à un procès verbal. Et c'est sur cette base-là qu'on les a compilés dans les cellules. Et dans ces cellules figure tout le monde. Alors, sur les 42 cellules, ils ont presque tout le monde à signer, excepté quelques 2 ou 3 cellules. Mais ça veut dire que même si on enlève les 2 ou 3 cellules, tout le reste est bon, compilez-les. Alors, donc, nous sommes à l'heure de la démocratie. C'est une question de preuve. Que lorsque quelqu'un parle, qu'il vous apporte la preuve. Nous, au niveau de la CENI, nous pensons que nous allons faire le travail que nous avons fait. C'est un travail que nous avons fait en toute conscience. Nous l'avons achevé, d'autant plus que tout ce qui est venu des CENI, nous les avons retranscrits, nous avons transmis à la Cour constitutionnelle. Donc tout ce qui s'est passé dans la nuit, là, je pense que nous n'allons pas revenir sur ça. Oui, mais c'est important de revenir là-dessus. Quand on voit le président de la Commission électorale nationale indépendante venir présenter, faire cette piètre prestation, vous m'excusez le mot, à la télévision, eh bien c'est sur ça que tout le monde se base maintenant pour dire qu'il y a un problème. Oui, bon, ça c'est... C'est quoi? C'est le coup de la fatigue? C'est quoi qui s'est passé? Ah non, attendez, ça fait 5 jours sans sommeil. 5 jours sans sommeil. Mais pourquoi il ne s'est pas reposé un peu avant de venir dans les résultats? Non, parce que le problème c'est ceci, c'est tout le temps pour cette question-là. Vous savez, si jamais la CENI n'a pas proclamé les résultats le 28, et la CENI sortait du délai qui est prévu. Vous aviez 6 jours. Ah oui, mais on était seulement à la veille. On n'était qu'au 3e jour. On a voté le 25, on était le 28. Le 25, le 26. Vous aviez jusqu'au 30 Nous avons jusqu'au 30. Oui. Nous avons jusqu'au 30 pour proclamer les résultats. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on n'avait pas pu prendre les dispositions pour proclamer le 28, ok? Alors, les 48 heures pour la Cour constitutionnelle. Vous voyez ça? Après les 48 heures, il faut que le président élu prête serment. Sinon, on tombe dans un vide constitutionnel. Vous voyez? Donc, les gens ont vu tout ça là. Alors, si le but principal dans cette histoire-là, c'est que nous devons sortir du délai. Et lorsqu'on sort du délai, on tombe dans le vide. Qui s'en charge? La loi n'a pas prévu. Qui s'en charge? Oui, mais selon les constitutionnalistes, il n'y a pas de vide au Togo. Parce que le président sortant est en fonction jusqu'à la prise de fonction de son successeur élu. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat de constitutionnalisme parce que nous, au niveau de la CENI, on nous a donné un délai. Il faut à tout prix, c'est au plus tard. Or, je vous dis que lorsque nous avons commencé, nous savons que dans les 24 heures, ce travail-là peut être fait. 24 heures, ce travail-là peut être fait. Et parce que c'est ensemble que les uns et les autres ont demandé même qu'on ramène les présidents des CENI de l'intérieur par avion. Donc, ce que vous êtes en train de dire, si vous avez dit d'entrée que déjà le soir du 25, on avait les résultats, vous les aviez, c'était succès qui avait fonctionné? Le succès avait fonctionné, tout le monde avait les résultats. Nous, même des gens sont descendus au niveau du succès pour voir tous les résultats. Ils ont vu. Donc l'opposition qui revendique aujourd'hui sa victoire avait vu les résultats? Bien sûr. Les observateurs même sont descendus pour voir ce que les résultats. Et bon, là, ça c'est un problème à part. Maintenant, les PV des bureaux de vote, tout le monde les a eus. Pour eux, il y a 16 PV qui sont problématiques. Comment c'est problématique?
Disent qu'il y a eu des voix qui sont ajoutées, Ouais, il y a eu des d'accord. votes multiples. Il y a eu des votes. Comment se fait-il que leurs représentants dans ces CENI ont signé? Oui, justement, ils disent que c'est les représentants qui leur ont rapporté cela. Mais comment ils ont signé? Ils ont signé les 16 PV étaient problématiques, mais leurs représentants ont pris le temps de signer ces PV-là. Et nous, en tant que CENI, on ne peut pas remettre ça en cause. On ne peut que transmettre à la Cour constitutionnelle. Et s'ils pensent qu'il y a problème, ils saisissent la Cour constitutionnelle. C'est ça. Alors, Ayaoudate, vous avez quand même, puisque vous n'aviez pas, vous, a priori, un candidat comme les autres qui étaient, par exemple, de la NC ou de l'UNI, qui avaient des champions en liste, vous étiez d'un parti qui n'avait pas participé à cette élection. Est-ce que, la question que je vais vous poser, il y a les uns qui disent que la CENI devait traiter les résultats, d'autres disent qu'elle n'a pas le droit de les traiter. Alors, finalement, où est-ce qu'on coupe la poire en deux? Non. Il faut lire les tests. Les tests n'ont pas dit que la CENI... L'article 41, 42. La test n'a pas dit que la CENI traite le résultat. Qu'elle compile. La CENI... Très bien. Les tests dit que la CENI compile les résultats provenant des CENI et transmet à la Cour constitutionnelle. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Et tout le monde sait que c'est ce qui doit être fait. Alors, maintenant, lorsque le problème qui se pose dans ce pays, vous savez que très souvent on dit que c'est à la CENI qu'on change les résultats. Très souvent, on dit que c'est à la CENI qu'on change les résultats. Que les résultats, j'ai écouté même quelqu'un n'a pas passé sur le canal FM, un des CAP de 2015, qui dit que les résultats sont, ils ont gagné dans les bureaux de vote. Et c'est à la CENI qu'on a changé les résultats. Vous venez de dire le contraire. Qu'au niveau de la CENI, on n'a pas changé les résultats. Je n'ai jamais dit ça. Oui, mais lorsqu'on dit qu'on doit revoir les résultats, moi j'ai dit on doit compiler les résultats. Donc, les résultats ont été compilés. Si ça a été fait dans les bureaux de vote et que c'est vrai que les gens ont gagné, ça veut dire que c'est les mêmes qui sont transmis à la Cour. Alors, ces résultats sont arrivés au niveau des CELI, les gens ont signé, leurs représentants ont signé. Alors, dites-nous, si vous aviez, si votre rôle n'était que de compiler, comment se fait-il que dans les 3 premiers jours, vous vous étiez amusé à prendre le bureau de procès verbal par procès verbal, à les étudier, vous avez donné des résultats de 6 PV, après c'est 5 et tout ça. Comment vous étiez, pourquoi vous êtes amusé à ce jeu-là? Non, vous savez, nous voulons faire un travail aussi transparent que possible. C'est pour cela que nous avons dit qu'il serait bon que tout le monde soit là. Pour que devant tout le monde, les CELI passent et qu'on voit qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et c'est nous-mêmes qui avons donné les directives. Que vous ne changez dans aucune CELI un résultat provenant d'un bureau de vote. Du moment où les résultats ont été affichés, si c'est des erreurs, les erreurs sont là. Tout le monde est parti à la maison avec ses erreurs. Vous ne pouvez plus changer ces résultats de sorte que vous risquez de créer la confusion. Donc nous avons ces résultats-là. Lorsque vous compilez, lorsque vous sommez les résultats compilés par les CELI, il y a des erreurs. Et nous les avons fait ressortir à chaque fois. Alors, on nous demandait, en ce temps-là, de corriger ces erreurs. J'ai dit non. Moi, j'ai dit non, je ne corrigerai pas. Et nous avons dit non, parce que ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle parce que ça nous protège au moins on sait qu'on n'a rien changé au niveau de la CENI. Comme dites on, vous avez demandé, c'est qui on? Mais c'est nos amis de CAP 2015. Nos amis de CAP 2015 nous disent il faut changer les résultats, corriger ces erreurs. Je dis non. Lorsque nous changeons ces résultats, ça veut dire que nous sommes en train de changer les résultats au niveau de la CENI. Et c'est ce que les gens ont toujours reproché à l'institution. Tous ceux qui ont ces procès-verbaux les ont envoyés déjà à leur QG. Donc les QG aussi ont fait la somme et ont vu qu'il y a des erreurs. Donc ça veut dire qu'ils ont une base maintenant pour aller saisir la Cour constitutionnelle. C'est ce que nous avons fait. Et bon, vous savez, je l'ai dit, je le répète, tout le monde savait que c'était ça. Mais comment faire, comment créer des comédies pour faire croire... Carrément, de la comédie. Ouais, c'est de la comédie. Non, je le dis clairement, c'est de la comédie pure et simple. Parce que lorsque vous prenez chacun et individuellement, tout le monde sait que c'est ça. Et donc, on fait de la comédie pour faire croire à l'opinion nationale et internationale. La CENI est en train de changer les résultats. Alors, d'accord, c'est bien. Donc aujourd'hui, nous,
on a fini. Que chacun apporte ses preuves, que la CENI a changé les résultats et que voilà, nous, nos résultats. Ça fait 3 mois, hein. Demandez-le. Alors voilà. Vous, moi je reviens toujours à l'attitude du président de la CENI quand il proclamait les résultats. On a vu un stylo à la main qui disait « Ah oui, non, tiens, il y a une erreur ici ». Pourquoi il peut se permettre ça, lui? Non, c'est ce que le président a fait, c'est vrai qu'il est fatigué. Ça, je vous dis, Samuel, si vous étiez à sa place, peut-être vous allez faire pire que ça. Je suis plus jeune que lui. Ah oui, ben voilà, mais vous allez faire peut-être... Non, c'est pas une question. Parce qu'à un moment donné, tous on était sous tension. On était sous tension. Mais vous imaginez que le destin de toute une nation repose entre vos mains. Le destin de toute une nation. Alors, les gens disent, est-ce qu'il ne veut pas se reposer un peu? Mais qu'est-ce qui prouve est-ce qu'il sait ce qui va se passer après? Alors là, il a décidé de prendre ses responsabilités. Heureusement que le président, lorsqu'il proclamait les résultats, a dit, ah, ici, il y a eu une erreur. Parce que il a pris le temps, lorsqu'on a vérifié, qu'il a pris le temps de compiler. Ce n'est pas lui qui a compilé, c'est ceux qui ont... C'est nous, c'est notre responsabilité en tant que rapporteur. C'est nous, en compilant, que nous avons vu que nous avons fait des erreurs. Et que lui, en tant que président, il a vu qu'il a eu l'erreur. Et il a dit, heureusement qu'il a dit. Et lorsqu'il a dit ça, nous a permis de revenir, de revoir les copies, de ressaisir tout, pour qu'on puisse donner maintenant aux médias. Donc, je dis, Dieu merci qu'il a dit. Mais je le répète, à sa place, vous serez peut-être, vous allez faire pire que ça. Yaoundaté, la main sur la conscience, est-ce que cette élection que nous avons faite était propre? Mais moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dire que l'élection est propre. Moi, je vous le dis, Samuel, que quiconque peut vous dire le contraire de ce que nous avons fait, hein? Surtout dans le processus dépouillement, compilation, jusqu'à la transmission à la Cour constitutionnelle, quiconque peut vous démontrer le contraire n'a qu'à dire là où ça a pété, là où la CENI a fauté. C'est pour cela que dans notre rapport général, nous avons mis les 42 procès-verbaux pour que tous les Togolais, le rapport, c'est un rapport public, hein, une fois qu'on a donné ça au chef de l'État, qui est le premier responsable de... Vous l'avez mis sur le site? Ce serait mis sur le site, c'est ça, je n'ai pas vérifié. Mais vous pouvez même passer à la CENI, on va vous donner un CD et vous allez voir. Chaque Togolais va prendre ça, lire, voir les 42 PV de CELI, comparer aux résultats centralisés par la CENI, là où il y a faute. S'il y a une seule ligne qui est différente, là, on interpelle la CENI. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous dis, de bout en bout, les résultats étaient corrects. Merci Yaoundaté pour cette introduction. Je l'ai dit en début d'émission, vous avez remis le rapport général de vos activités au chef de l'État. C'était une obligation pour vous de le faire ainsi? Bien sûr, la loi nous impose qu'après 60 jours, après que la Cour constitutionnelle ait proclamé les résultats définitifs, nous devons déposer le rapport général. Et ce rapport, nous l'avons fait le 2 juillet, parce que c'était le 3 juillet qui était le dernier délai. Nous avons jugé d'aller vers le président qui nous a accordé une audience et nous avons remis ce rapport-là officiellement au président de la République pour les activités que nous avons menées jusque-là. Et ceci a mis fin à l'élection présidentielle de 2015. Il y a les mauvaises langues qui disent que le chef de l'État n'est pas très content du président de la CENI, de la manière dont il a tergiversé. Oh, moi, je ne sais pas. Lorsque on a rencontré le chef de l'État, il ne nous a pas dit ça. Il nous a plutôt félicité. Il nous a même félicité, dit que vous avez, malgré les pressions, vous avez fait de votre mieux pour que le Togo s'en sorte. Bon, vous savez, dans ce pays, surtout au Togo, il y a toujours les on-dit. Vous vous souvenez qu'on nous a dit même que le chef de l'État était malade, il a disparu, il y a ça, vous savez. Ben, nous l'avons rencontré. Nous, on n'en a pas fait cas parce que nous ne traitons pas de la rumeur dans cette émission. Voilà, mais malheureusement, il y a des journaux très respectés qui ont amplifié cette rumeur-là. Bon, c'est pour vous dire qu'aucune heure humaine n'est parfaite. Et je vous le dis, je vous le répète, à la place du président, peut-être moi je ferai pire. Voilà. Alors, vous avez le rapport devant vous, c'est assez volumineux. Quelles sont les grandes parties? Disons que ce rapport comporte, disons, 3 grandes parties.
La première partie, c'est le cadre organisationnel. La CENI, c'est des membres et tout ce que ça donne. Ensuite, les activités préparatoires que nous avons eu à mener. Et après, nous avons la troisième partie, c'est la révision des listes électorales, la campagne électorale et le scrutin. Ce rapport, on a essayé de finir ce rapport par des recommandations. Des recommandations à l'endroit du gouvernement, des recommandations à l'endroit des partis politiques, des recommandations à l'endroit de la société civile, des recommandations à l'endroit des partenaires au développement. Voilà à peu près, disons, les grands axes de ce rapport. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont les recommandations que vous aviez formulées à l'endroit de ces différentes parties que vous avez citées. On va commencer d'abord par le gouvernement. Oui, disons qu'au niveau du gouvernement, nous avons fortement recommandé que le gouvernement puisse améliorer l'état civil togolais. Parce que ça a été l'une des principales pierres d'achoppement de ce processus. Non seulement une des principales... 75% quand même. 75% des gens qui se sont inscrits par témoignage. Et dites-vous bien, attention, lorsqu'on dit ça, les gens croient que c'est seulement les villages de l'intérieur. Non, à Lomé. Même dans la capitale. À Lomé, dans la capitale, on a trouvé que c'est 70%. C'est des témoignages. Mais ça pose un sérieux problème. Donc nous avons fortement recommandé que le gouvernement puisse prendre ce dossier à bras le corps et voir dans quelle mesure ils vont faire en sorte que l'état civil soit actualisé pour que tous les Togolais aient la carte d'identité pour pouvoir s'inscrire aisément. C'est vraiment une recommandation forte que nous avons suggérée au gouvernement. Et il y a d'autres aspects tels que faire en sorte que les membres de la CENI soient plus formés pour savoir le rôle qu'ils doivent jouer en tant que membres de la CENI et faire en sorte que tous ceux qui sont les parties prenantes du processus sachent leurs responsabilités et que la cohésion sociale et les problèmes politiques soient résolus pour permettre à la CENI de jouer pleinement son rôle. Parce que lorsque la CENI ne joue pas pleinement son rôle, lorsque les gens viennent et qu'ils ont qu'ils ne sont pas libres de travailler, il y a problème. Mais malheureusement, c'est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que les problèmes soient résolus. Oui, mais là, est-ce que c'est au gouvernement de vous rendre votre indépendance, vous qui êtes membre de la CENI? Lorsque vous êtes membre d'une institution républicaine et que vous avez prêté serment, vous êtes censé enlever votre manteau de partisan. Là, c'est en ce sens qu'on a fait aussi une recommandation à l'endroit des partis politiques. Oui. À ces partis politiques, on leur a dit, mais lorsque vous désignez un membre pour la CENI qui a prêté serment, sachez qu'il n'est plus votre militant. Il faut que le membre même le sache. Laissez-lui la liberté. Ben, le membre le sache, il faut que le membre le sache. Mais vous savez que nous avons connu des moments où lorsqu'on a fait un chronogramme, il y a UNI qui a remplacé ces gens. Lorsqu'on a choisi un bulletin bien donné, il y a l'ANC qui a choisi ces gens. Mais comment voulez-vous que ces membres-là puissent travailler en toute indépendance lorsqu'ils savent qu'à tout moment, on peut les faire partir? Donc ça pose un sérieux problème. Donc les partis politiques doivent faire en sorte que lorsqu'ils désignent un membre à la CENI, qu'on laisse le gars travailler. C'est un travail technique. Les gens étaient surpris lorsque certains qui étaient vraiment très chauds politiquement sont arrivés à la CENI. Lorsqu'ils ont vu le travail qu'on a bas, ils ont dit mais eux n'ont jamais cru que c'est ce qui se passe à la CENI. Il n'y a rien de secret. Tout ce qui se fait, c'est carrément technique. Chacun apporte du sien pour que ça marche. Et les amis, ce n'est pas... Moi, je n'accuse pas les collègues. Ils sont très bons. Mais c'est parce qu'ils ont trop de pression politique. Moi, j'ai la chance d'être à la CENI en tant que société civile. Donc, je n'ai pas de pression politique. Moi, je parle, je dis ce que je pense. Mais lorsque vous émanez d'un parti politique et que vous avez la pression politique, des fois, même le « i » que vous allez dire, vous allez vous demander s'il faut mettre le point ou bien s'il ne faut pas le mettre. Voilà. Donc, on a fait aussi cette recommandation à l'endroit des partis politiques. Je voudrais qu'on s'attarde un peu ici. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, est-ce que c'est aux partis politiques de donner leur indépendance ou c'est aux membres de dire « j'ai prêté serment, je suis indépendant ».
Oui, les membres peuvent dire j'ai prêté serment, je suis indépendant. Mais je vous ai donné les faits. Oui, peut-être renforcer l'arsenal de vos tests qui font qu'on ne peut pas remplacer un membre qui est en exercice. Ça va provenir de qui? Ça va provenir des partis politiques. Parce que lorsqu'on va faire les tests, il faut soumettre ça au Parlement. Et donc, les parlementaires doivent comprendre que pour que la CENI puisse travailler en toute indépendance, il faut faire en sorte que lorsqu'on élit un membre, qu'on lui donne toutes les garanties d'être libre et de faire son travail. Et c'est ça qui fera que... Vous savez, lorsqu'on parle de la CENI ghanéenne, lorsqu'on parle de la CENI nigériane, mais je dis, mais au Togo, nous avons fait un travail monstre. On a fait un travail monstre. Mais du fait qu'il y a trop de pression politique, le travail que les uns et les autres ont abattu, même les gens du CAP 2015 aujourd'hui qui sont là, ils ont fait un travail monstre. Mais du fait qu'ils ont des pressions politiques, ça fait que ce travail qu'ils ont abattu est presque multiplié par 0. La pression était aussi forte? Ah oui, la pression était très forte. Je vous dis, ce que nous avons connu dans la vie du minute de 25, 26, 27, ce n'est que des pressions politiques. Ce n'est que des pressions politiques. Sinon, tout ça là allait marcher comme sur des roulettes. Et nous tous, nous allons même sortir et puis nous tapoter les épaules. Dans la pression des uns et des autres, c'était vous devez tout faire pour que je gagne, etc. C'était ça les pressions? C'était ça la pression. C'était ça la pression. Et tout ce que les uns... Si je ne passe pas, que ça casse. C'est ça. Et c'était ça l'enjeu. Il faut faire en sorte que les résultats ne soient pas proclamés. Mais bon, c'est ça. Alors comment faire? Donc il faut inventer des histoires, il faut faire ceci. Tout ce qui s'est passé là, c'était la politique. Et moi je souhaite que prochainement que ça ne se passe plus. Et que la politique que nous devons mener dans nos pays doit être une politique où lorsque on est perdant, qu'on reconnaisse et qu'on puisse féliciter le gagnant. Et ça nous grandit. Ça fait que vous devenez extraordinairement grand. C'est ça. Mais lorsque on cultive que rien que le mensonge pour embobiner les populations, tôt ou tard la population va savoir. Aujourd'hui nous sommes là. Dieu merci que cette année nous avons mis tout en place pour que tout ce qui doit se faire soit vu aux yeux de tout le monde. Dans les bureaux de vote, dans les CENI, tout était ouvert. Tout le monde a vu. Vous vous souvenez lorsque les associations nationales, les OSC nationales ont observé les élections, ils ont rendu leur rapport. Ouais. Est-ce qu'on dira que c'est la CENI qui leur a dit de rendre le rapport qu'ils ont rendu? C'est ça. Donc c'est parce que tout était ouvert, tout le monde a vu qu'aujourd'hui, il faut donner les preuves de tout ce que chacun m'a dit. Parce que c'est permis à tous les partis politiques de prendre les résultats à la source. Et donc, une fois que vous avez pris les résultats à la source, vous avez l'obligation de rendre au peuple la vérité de ce que vous avez eu. Et c'est ça qui peut permettre à chacun de tirer les conséquences. Alors donc, vous avez recommandé que les partis politiques puissent donner plus d'indépendance aux membres qu'ils désignent ensuite? Reconnaître. Et nous avons demandé aux partis politiques encore que, comme aujourd'hui, la désignation des membres du bureau de vote et membres des partis politiques, il faut qu'on désigne des membres du bureau de vote qui est au moins le minimum BPC. Le minimum BPC. Parce que oui, vraiment, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas écrire. Qui ne savent même pas écrire. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire. Alors, comment ces gens-là peuvent aller remplacer valablement un parti politique? Comment ils peuvent faire le travail du bureau de vote? Et nous avons aussi souhaité que dans les séries, que le gars ait au moins le bac. Que le gars ait au moins le bac pour pouvoir valablement faire le travail qu'il y a dans les séries. Voilà les deux grandes recommandations que nous avons adressées aux partis politiques. Et nous espérons que, parce que le rapport leur sera destiné, tout le monde, y compris les candidats, tout le monde aura le rapport et tout le monde va faire ce qu'il... Nous espérons qu'ils vont tenir compte de ça pour que nous puissions aller vers un travail fait. Parce que c'est pas normal que dans un bureau de vote, on fasse 2 plus 2, on trouve 3. Mais Samuel, mais c'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a trouvé. On passe 2 plus 2, on a trouvé 3. Et on a affiché que c'est ça. Tout le monde était d'accord. On a affiché. Alors, donc l'erreur provient de là.
si le gars avait un niveau bien donné, il sera que 2 plus 2 ne fait pas 3, malgré qu'il y a une calculatrice à l'intérieur du matériel. La calculatrice fait partie du matériel du bureau de vote. Donc, il faut que les gens aient un niveau avant d'être là. Vous savez, dans d'autres pays, c'est des grands fonctionnaires qui sont membres du bureau de vote. Parce que tout se passe dans le bureau de vote. L'élection, le cœur d'une élection, c'est dans les bureaux de vote. Donc, nous aussi, nous devons aller vers ça pour que ceux qui sont dans les bureaux de vote ne soient pas seulement des militants zélés qu'on veut placer et qui, des fois même, ne savent rien faire. Mais qui oui, parce que là aussi, c'est le moment de les récompenser pour leur... la façon dont ils militent, pour leur qu'ils puissent gagner quelque chose. C'est ça. Et puis le drame, c'est que vous les avez formés, vous les formez, hein, nous on les forme, et la veille on vous dit que bon, lui là on l'a vu avec l'autre, comme on l'a vu avec l'autre, c'est sûr qu'en allant dans le bureau de vote, il risque de ne pas défendre nos intérêts, on le remplace. Il y a eu un moment même où les gens m'ont appelé que nous voulons remplacer les présidents des bureaux de vote dans une CELI donnée. Le jour même du scrutin, on m'a appelé et dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Comment on peut me dire ça? Le jour du scrutin, vous voulez remplacer celui que vous voulez amener. Est-ce que la personne-là a maîtrisé ce que nous avons enseigné? J'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Je me suis opposé. Ça ne peut pas se passer. Donc, nous devons aller, les partis politiques doivent savoir que c'est vrai que c'est le militantisme, mais au-delà du militantisme, qu'on mette un peu de la connaissance. Et puis, aller passer d'une CELI politique à une CELI technique, vous y avez pensé aussi? Non, je crois que la question, bon nombre de gens m'ont posé la question. Moi, je ne peux pas, en tant que CENI aujourd'hui, dire que je souhaiterais que ça soit ça. Moi, nous, en tant que CENI, nous avons soulevé les problèmes que nous avons rencontrés, au cours de nos exercices. Il revient aux décideurs de voir comment ils vont les appliquer. Nous, en tant que CENI, nous ne pouvons pas dire que nous voulons qu'on fasse une transition de tel CENI à tel. C'est comme si... Oui, mais puisque vous dites que vous êtes trop politique. Non, trop lié aux politiques. Nous avons fait sortir tout ce que nous avons eu comme problème. Il revient aux décideurs, il revient aux partis politiques de voir quelle est la solution à trouver. Nous, en tant que CENI... Mais vous êtes conscient de ça aussi? Oui, mais nous sommes conscients, mais c'est les politiques, c'est les décideurs qui doivent décider s'ils veulent aller vers une CENI technique ou bien s'ils veulent aller vers une CENI politique. On peut toujours être une CENI politique, mais comme vous venez de le dire, donner tout ce qui est, toutes les indépendances, c'est-à-dire que mettre des garde-fous nécessaires pour que celui qui est désigné là-bas puisse travailler dans toute liberté. Il y en a qui disent aussi que 17 membres c'est trop, qu'il faut réduire à 7. Il y a des pays qui sont à 5 aujourd'hui. Oui, bon, c'est possible. On peut même aller à 5, mais tout dépend de comment on fait l'organisation sur le terrain. Tout dépend de comment on fait l'organisation. Si je prends la CENI du Ghana, ils sont 7 seulement. Mais lorsque vous rentrez dans une CELI au Ghana, on les appelle les commissions départementales, c'est beaucoup de choses. Vous allez voir que vraiment, c'est une structure. Il y a tout. Il y a tout. Donc, tout dépend de comment on va faire l'organisation pour que, même si c'est 7, même si c'est 2, même si c'est 3 personnes, même si c'est 15 personnes, si c'est 20 personnes, comment l'organisation va se faire de telle manière qu'au finish, l'élection soit vraiment une élection digne, crédible et transparente. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les partis politiques. Nous avons aussi adressé une recommandation à la société civile et nous avons salué, cette année, nous avons vraiment salué le rôle de la société civile. La société civile a été vraiment... à vos côtés, accompagner le processus. Non, pas seulement accompagner le processus, mais ils ont été, comment le dirais, c'est des éveilleurs. Ils ont été très éveillés depuis le recensement électoral. Ils ont fait une observation active. Lorsqu'il y a un problème ici, on vous signale que nous avons trouvé tel problème. Et vous réagissez en même temps. Au lieu d'attendre jusqu'à la fin pour pondre un rapport que tant n'a pas marché, mais ils ont été surtout, ça a permis de corriger beaucoup de choses. Et ça, nous les avons salués. Nous avons souhaité qu'ils continuent comme ça et que la société civile s'implique de plus en plus dans l'observation nationale. Parce que c'est ça qui peut rendre crédible. Aujourd'hui, vous savez, avec le travail de la société civile, les gens ont commencé par dire, mais
est-ce que c'est vrai tout ce que racontent les autres? Oui. Est-ce que c'est vrai tout ce que racontent les autres? Et parce que la société civile a dit ça, a dit ceci, a dit ceci. Et lorsque nous prenons par exemple tout ce que nous avons déployé sur le terrain dans le cadre du succès, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Ils sont au courant des résultats. Et tout ce monde-là, mis ensemble, fait que ça donne du crédit au processus. Donc la société civile doit continuer son travail. Faire encore plus que ce qu'ils ont fait pour que le processus électoral au Togo soit aussi salué, parce que le processus est salué sur le plan international. Mais nous, même sur le plan national, nous le discréditons. Nous sommes prêts même à lyncher, enfin, pas tout le monde, c'est une partie, prêts à lyncher les commissaires qui sont là, alors que le travail, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Donc, après la société civile, nous avons aussi adressé nos remerciements aux partenaires au développement, parce qu'il y a un certain nombre de formations qui ont eu lieu. Si nous prenons la formation des chefs traditionnels, si vous vous souvenez bien cette année, aucun chef traditionnel ne s'est plus impliqué de manière aussi flagrante dans les élections. Je me souviens que par le passé, des fois, vous voyez même le chef traditionnel prend son siège et puis il va s'asseoir devant le bureau de vote. Cette année, on n'a pas vu ça. C'est grâce à la formation que les partenaires au développement ont pu faire à ces chefs traditionnels pour leur dire que votre rôle n'est pas là-bas. Votre rôle, voilà. Donc, on a souhaité que les partenaires au développement continuent toujours par assister la CENI et le gouvernement pour que les élections au Togo soient un jeu de football. Un jeu de football, on perd ou on gagne. C'est ça, non? C'est ça, on perd ou on gagne. Donc, ça est petit à petit. Nous allons arriver à ça. Moi, je suis conscient que nous allons arriver un jour à ça. Et donc, ce sont les grands partis auxquels vous avez adressé vos recommandations. Maintenant, on vous reproche aussi le fait que vous faites des recommandations et puis vous ne les suivez pas. Oui, ça c'est vrai. Et je crois que nous allons essayer de corriger ça cette fois-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons essayer. Nous sommes approchés des uns des autres déjà pour que ces recommandations puissent être, en fait, pas totalement, on ne peut pas tout exécuter, mais qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour que demain soit meilleur. Les uns et des autres, c'est dit, les partis politiques, le gouvernement. Les partis politiques, le gouvernement, lorsqu'on leur adresse tout ça là. Est-ce que vous avez un mécanisme de vulgarisation de ce rapport-là, à part la publication? À part la publication, disons que nous allons donner ce rapport aux partis politiques, aux candidats. Et pourquoi pas aux médias? Aux médias, nous supposons que lorsque nous mettons ça sur le site, les médias, c'est leur domaine privé. Ils ont ça. Mais tout média qui s'approche de la CENI, qui veut avoir la version numérique, il n'y a pas de problème, on peut le donner. Oui, mais juste que vous rendez public, vous donnez ça aux candidats, vous donnez ça aux partis politiques, mais maintenant il faudra en parler, il faudra, par exemple, ce que nous faisons là, il faudra multiplier les émissions pour que les gens sachent ce qu'il faut faire à l'avenir. Oui, bien sûr. Je crois que c'est pour cela que nous saluons vraiment votre émission. Et j'en ai déjà parlé sur certaines radios, mais vous êtes la première chaîne de télévision qui m'a invité pour ce rapport. Et je crois qu'il faut, comme vous l'avez dit, il faut qu'on en parle beaucoup. Il faut même peut-être qu'on fasse un séminaire où on décortique le rapport, où tout le monde voit les aspects. Peut-être qu'il y a des aspects que nous on a oubliés, que chacun apporte du sien pour que, en fin de compte, ce rapport puisse permettre vraiment d'améliorer le processus qui va arriver. Est-ce que vous avez essayé de voir un peu les rapports produits par les OSC pour voir s'il y a des conformités avec ce que vous avez fait ou il y a des divergences? Nous avons même pris certaines recommandations des OSC qu'on a mis dans nos rapports. On en a pris qu'on a mis dans nos rapports et même des partenaires. Donc on a lu tout le monde. Tous ceux qui nous ont adressé des rapports, nous avons lu. Nous avons essayé de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, et ainsi de suite. On en a discuté. Les rapports iront aussi aux OSC qui ont participé activement aux élections et surtout ceux qui ont vraiment déposé leur rapport, parce que ça aussi, il faut le dire. Il y a des gens, c'est lorsqu'on dit élection, là, tout le monde court qu'ils sont organisation de la société civile et ils viennent demander des accréditations et ils ne font pas leurs observations. Ils ne font pas l'observation, ils ne déposent aucun rapport et le lendemain, lorsqu'on dit encore élection, ils se pointent. Je
crois que tout ça là aussi, on va petit à petit essayer d'épurer ça pour qu'on ait des OSC crédibles qui vont faire un travail crédible pour la nation. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour toute la nation. Pour toute la nation. Alors, avec ce rapport-là, ça veut dire que la mission de la CENI est terminée. Disons qu'avec ce rapport que nous avons déposé en les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 2015 est finie. Ça clôt l'élection, le processus électoral de 2015. Et tout débat. Tout débat, bien sûr. Bon, s'il y en a qui veulent encore continuer par polémiquer pour polémiquer, moi, la seule chose que je vais vous demander, vous en tant que média, demandez-leur les preuves. C'est tout. Parce que nous sommes à l'heure des preuves. Aujourd'hui, nous sommes à l'Internet. Hein, et des gens disent qu'il y a quelque chose très souvent que les gens ressortent, que dans un bureau de vote d'Angpen, on a trouvé des spécimens de bulletins de vote. Oui. Que ces spécimens de bulletins de vote, ça pose un sérieux problème. Mais la première question qu'on doit se poser, est-ce que ces spécimens de bulletins de vote là, est-ce que ces spécimens ont été déclarés bulletins nuls? Si la réponse est oui, c'est fini. Parce que nous l'avons écrit noir sur blanc. Tout bulletin qui est différent du bulletin de vote est déclaré nul. Et le bulletin a été déclaré nul. Pourquoi on en fait un problème? Pourquoi on en fait un problème? De toutes les manières, nous, notre rôle en tant que CENI, c'est de compliquer le vol aux partis politiques. Compliquer au maximum le vol aux partis politiques. Mais lorsque vous laissez la liberté, tout parti politique, hein, toute tendance confondue, ils vont voler. Non. Moi, je vous dis, toute tendance confondue, ils vont voler. Donc, le rôle de la CENI, c'est de compliquer au maximum le vol. C'est pour cela que nous avons écrit noir sur blanc. Lorsque vous trouvez un bulletin de vote qui est différent du bulletin qui est dans, il faut l'annuler. Nous avons dit, dans chaque bureau de vote, on doit mettre un hologramme pour l'identifier le jour-là. Lorsque vous trouvez un bulletin où il n'y a pas d'hologramme, c'est un bulletin nul. Tout cela, c'est pour compliquer la vie aux voleurs. Et lorsque les gens prennent ça comme un trophée de guerre où on brandit, moi, des fois, ça me fait rire. Je dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que ces bulletins ont été déclarés nuls? Oui, c'est fini. Parce que une fois que ça a été déclaré nul, on ne compte pas. C'est tout. Donc, j'espère que le processus de démocratisation, c'est vrai que ça a été long, ça fait 25 ans, et nous sommes impatients, mais quelque part, c'est parce que une chose, on n'a pas su mettre en place, surtout les politiques, les méthodes nécessaires pour qu'on puisse arriver rapidement au résultat. Nous avons plus passé notre temps à tergiverser, à insulter. Je prends par exemple le cas de la CVJR. Mais vous savez comment cette histoire de CVJR, ce que ça a généré, les insultes. Mais aujourd'hui, tout le monde prend ça comme le trésor. Donc, faisons en sorte que trouvons les stratégies nécessaires pour que la démocratie puisse évoluer. Les gens l'ont fait. Lorsque, moi je me souviens, je vous l'ai dit déjà, avant les années 90, tout ce qu'on a eu, c'est des stratégies. Après, on est tombé où c'est carrément. Donc, c'est la même chose pour les élections aussi. Le travail que nous en faisons au niveau de la CENI, peut-être je peux dire que c'est aussi bon que ce que fait le travail de la CENI du Ghana. Mais comme nous-mêmes, on ne sait que s'insulter, on dit que c'est pas bon. Ayaw Daté, vous êtes membre de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, le processus est terminé, vous avez déposé le rapport. Qu'est-ce que vous devenez, vous les membres? Comme la loi le dit, la CENI est en place jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI. Et si vous vous souvenez, avant 2015, 2014, la CENI sortante avait fait un certain nombre de travail. Et la nouvelle CENI est venue continuer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cette CENI sortante doit toujours être là pour faire ces travaux-là, en attendant que la nouvelle CENI ne soit mise en place pour prendre la relève. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes toujours là jusqu'à la mise en place de la nouvelle CENI. Pendant ce temps, vous continuez toujours à 12, les 5 autres vont plus revenir?
Et nous les attendons impatiemment. Et c'est vous qui leur avez demandé de présenter des excuses Ah oui, ah oui, il faut qu'ils présentent des excuses, c'est tout. Nous avons demandé de présenter des excuses. Vous avez ils ont commis des erreurs graves sous l'effet de la pression, peut-être. Mais il faut qu'ils présentent des excuses. Parce que c'est tellement grave que vous imaginez que si je prends par exemple, je crois que c'est la série de Pendial ou bien, je ne sais plus, une série dans laquelle, par exemple, le professeur Gougué a fait plus de voix, qu'on annule. Mais il y a problème. La loi, aucune partie de la loi ne permet d'annuler une série en tant que série. Pour le moment, c'est la Cour constitutionnelle seule, la loi est claire, qui a le droit de prononcer l'annulation des élections. Donc, c'est une erreur grave. Et à cause de cela, nous avons dit à nos collègues, présenter les excuses, et puis vous revenez, on travaille ensemble. Malheureusement, peut-être que c'est à cause aussi de la pression politique qu'ils ne veulent pas présenter ça. Je crois que si ça ne tenait qu'à eux seuls, ils auront déjà fait ça depuis. Et puis, on sera ensemble. Et lorsque vous venez à la CENI, en dehors de la pression politique, vous allez vous étonner que c'est ce que vous vivez ici et vous nous mentez dehors. Ah ouais, donc c'est vraiment une ambiance très bonne à vivre. Seulement, c'est lorsque les considérations politiques rentrent en jeu que ça devient compliqué. Pendant ce temps, ils disent qu'ils n'ont plus les indemnités et tout. Tout est à la CENI pour eux. C'est à la CENI que ça se prend. Une fois qu'ils viennent à la CENI, la preuve c'est qu'ils ont leur voiture. Jusque-là, personne n'a retiré la voiture pour eux. Donc tout est à la CENI pour eux. Ils sont membres de la CENI, on ne peut pas les exclure. Nous n'avons pas cette possibilité de les exclure. Et nous ne pouvons pas le faire non plus. Donc nous, c'est nos collègues, nous les comprenons. Nous savons, je vous dis que c'est des pressions politiques. Donc on ne peut pas les blâmer jusqu'à 100%. La seule chose qu'on leur demande, présenter une excuse et puis c'est bon. Alors, pendant ce temps, en attendant que vous continuez par faire le travail, ça veut dire que ce n'est pas véritablement les vacances. La preuve, c'est que je suis encore avec vous. Normalement, on est censé se reposer un peu, parce que c'est pas un travail facile, mais on continue toujours à travailler un petit peu. Mais disons que le mois de juillet, là, on a permis à tout un chacun d'aller se reposer. Alors, à quoi consiste le travail que vous faites maintenant? Vous mettez le cadre en place pour les législatives prochaines Non, pour le moment, lorsque nous allons être de retour, vous savez, il y a un certain... Même parmi ces recommandations que nous venons de citer, il faut maintenant faire le lobbying vers les autorités pour que ça puisse se mettre en place. Il y a un certain nombre de matériels à reconditionner, qui sont Togo 2000, qu'il faut revoir, et il y a un certain nombre de travail encore à faire. Et ça nécessite que nous soyons là, que nous puissions continuer à faire ces travaux-là, en attendant que la nouvelle CENI soit mise en place. Justement, on ne sait pas quand une nouvelle CENI sera mise en place. Nous, on ne peut pas le savoir, parce que nous, comme on le dit, nous sommes un fusil à l'épaule. Nous sommes un fusil à l'épaule, c'est les autorités et surtout les partis politiques qui décideront quand est-ce qu'une nouvelle CENI sera mise en place. Et surtout, vous avez parlé tout à l'heure des élections. C'est eux qui sauront quand est-ce que les élections seront là. Mais vous ne connaissez pas les prochaines échéances, si ce seront des locales ou on attend 2018 pour les législatives? Ce serait une décision politique. Mais on sait que 2018, il y aura une élection législative. Ça, c'est ça. Les élections locales, ce seront des décisions politiques. Vous savez, lorsque vous prenez... Je crois que nous allons petit à petit arriver vers ça. Lorsque vous prenez par exemple la CENI du Ghana, c'est la CENI du Ghana qui fixe le calendrier électoral. L'institution, c'est elle qui fixe le calendrier. Mais j'ai été surpris. Au Ghana, lors des élections présidentielles passées, la CENI a dit que les élections doivent se poursuivre le lendemain. Dans les endroits où on n'a pas pu terminer. Parce qu'il fallait faire d'abord une identification biométrique avant qu'il ne puisse... Donc il y a des endroits où... Mais le gouvernement a voulu s'opposer, la CENI a dit non. Et la Cour suprême leur a donné raison. Que la loi a dit que c'est la CENI. Donc nous allons aussi arriver à ça, où c'est la CENI qui va faire... Ça c'est un beau rêve, hein? Ah non, il faut... Mais dans un pays, il faut rêver. Je crois qu'il faut rêver pour que ça puisse aller de l'avant. Et on sera à un niveau donné où c'est la CENI qui fixera tout ce qui est calendrier pour les élections, et pour que nous aussi, on soit aussi au standard international. Ayaw Daté, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante.
Vous êtes venu nous parler donc du rapport général de la CENI, rapport qui a été remis au chef de l'État il y a quelques jours. Fin de cette première partie, je vous retrouve tout de suite après pour la seconde partie. Et comme annoncé, dans cette seconde partie d'émission, nous revenons sur le drame qui est survenu dans l'usine Ouassem le 30 juin dernier. Vous savez que ça a coûté des vies humaines. Nous évoquons ce drame avec le pasteur Edo Komi. Il est le président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Merci d'être notre invité. Un plaisir pour nous. Alors, j'évoquais tantôt ce qui s'est passé dans l'usine Ouassem. D'abord, je vais vous demander, est-ce que c'était une surprise pour vous? Non. Avant de vous répondre, permets que je m'incline devant la mémoire de ces 5 disparus et présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et prier surtout pour que celui qui est à l'hôpital retrouve sa santé. Le drame de Ouassem n'est pas une surprise pour nous parce que nous l'avions. C'était prévisible. C'était prévisible parce que nous l'avions à plusieurs fois dénoncé. Nous avions plusieurs fois dénoncé ce qui se passe à Ouassem. Les conditions de travail, les conditions de vie n'étaient qu'à déplorer. Et le 30 juin, c'était le comble. Ce que nous dénoncions à plusieurs reprises, cela fut arrivé. Et je crois que ce n'est pas une surprise. C'est dommage que c'est arrivé ainsi. On aurait pu éviter ce genre de drame qui a coûté la vie à 5 de nos compatriotes. Puisque nous évoquons le drame, on va revivre ce reportage présenté par Mathieu Gaï qui retrace un peu ce qui s'est passé donc le 30 juin là. Le drame s'est produit en début d'après-midi ce mardi. Les images témoignent de l'intensité de l'explosion qui est survenue sur le site de Ouassem à Tabligbo. Des unités militaires et des services de santé ont été dépêchés sur les lieux, mais il était trop tard. L'explosion a coûté la vie à 5 personnes, dont un expatrié et un blessé grave. On aperçoit ici par terre des dépouilles de certaines victimes. Selon les informations, elles étaient en train de procéder à des réparations sur une cuve de fuel, vraisemblablement sans tenir compte des consignes sécuritaires en la matière. Si les ouvriers étaient sur la citerne en train de faire des travaux de soudure, malheureusement au cours de ce travail, il y a eu une explosion qui ne leur a pas donné la chance de s'en sortir. Donc sur le coup, il y a eu 4 morts, un blessé grave évacué sur Lomé et un 4e corps qu'on n'a pas encore vu. Il y avait un expatrié indien qui a formé une équipe de 6 personnes. Alors ils se sont rendus sur cette cuve. Ils ont commencé par faire des modifications. Et pour faire ces modifications-là, ils ont besoin de chalumeau, de faire des soudures, ce qui appelle à une forte température. Alors que la cuve est remplie de fuel, un liquide inflammable. Ça, c'est un truc qui ne devait pas se faire. Ce drame devrait relancer le débat sur les conditions de travail dans ces genres d'usines. Pour l'heure, les employés ne peuvent s'en remettre qu'aux autorités. Nous espérons que aujourd'hui, maintenant, nos autorités prennent vraiment notre situation au sérieux et nous viennent au secours. Sinon, nous sommes comme abandonnés. Des enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités à tous les niveaux. Des enquêtes confiées à la brigade de Tabligbo. Alors, pasteur Edo Komi, vous qui avez l'habitude d'intervenir dans ce genre de dossier, lorsque vous revenez un peu en arrière, à qui donnez-vous le tort? Oui, les responsabilités sont partagées d'abord à l'État togolais. L'État togolais, pourquoi? Parce que quand les associations de la société civile dénoncent des événements de ce genre, je crois que le gouvernement doit en prendre conscience et veiller à ce que s'il y a des réparations, s'il y a des amendements, s'il y a des solutions qui puissent être trouvées. Mais malheureusement que l'État togolais, depuis que nous dénoncions, vous pouvez imaginer ça, on a fait un rapport. Ce rapport-là, c'est le rapport que nous avions fait sur le terrain suite au licenciement de 136 ouvriers de la zone de Ouassem à Tabligbo. Nous avons fait le rapport et nous avons soumis ce rapport au gouvernement, dénonçant les conditions de travail, dénonçant les licenciements abusifs,
dénonçant tout ce qui se fait dans ces sociétés de la zone franche, notamment l'OASM. Mais malheureusement que nous n'avons pas été écoutés. Donc l'État togolais est responsable. Et les opérateurs économiques, notamment l'administration de l'OASM. Écoutez, l'administration de l'OASM, je crois que c'est comme si les Togolais sont vendus à cette société. Je m'explique pourquoi. Parce que c'est des gens qui sont arrogants, accompagnés de soutenus par certains de nos compatriotes qui sont les tâcherons. Donc c'est ensemble ces gens-là, c'est eux qui gèrent l'OASM, qui gèrent cette société et qui mènent la vie dure à nos compatriotes. Ils travaillent beaucoup. Ils font nous avions même intitulé notre rapport « Zone franche ou esclavage des temps modernes ». Zone franche ou esclavage des temps modernes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez comprendre les conditions dans lesquelles ils travaillent, les salaires exécrables, les conditions de vie très minables. Donc, je crois quand même que l'État togolais et l'administration de l'OASM, et pourquoi pas, quand je dis l'État togolais, il y a la SAZOV, la Société d'administration de la zone franche. Je crois que c'est toute cette entité-là qui doit intervenir dans la gestion des affaires des sociétés de la zone franche. Donc, voilà les responsabilités qui sont situées. Je ne vous ai pas entendu donner le tort aussi aux ouvriers eux-mêmes. Aux ouvriers en quel sens? Parce que comment peut-on imaginer qu'on approche du feu de chalumeau de quelque chose qui est rempli de fioul? La raison humaine l'interdit. La raison humaine l'interdit. Il y a un chef. Oui, mais il y a un chef qui les conduit. Si on ne les dédouane pas, la raison voudrait que vous expliquiez au chef que ça ne peut pas se faire si on ne vide pas, si on ne nettoie pas correctement, ça ne peut pas se faire. Selon les informations, le chef a été informé. Les ouvriers lui ont dit que ce n'est pas possible. Mais il a insisté. Et il a insisté sans mesure de protection, sans mesure de sécurité. Alors là, les gens disent, mais et là, si quiconque viendrait à l'encontre de la décision de ce chef indien ne se verra que licencié abusivement. Là, ils sont experts. Hein? Les AWASM, ils sont experts en licenciement abusif et arbitraire. Bon, donc, les gens se disent, peut-être qu'il a trouvé une autre formule. Donc, nous allons voir. Avec ce liquide qui est inflammable, avec du chalumeau qui est du feu. Donc, tout se fait à une température très élevée. Il ne peut qu'avoir de feu. Donc, voilà qu'il y a eu un incendie. Donc, je crois quand même que, et selon les informations, les gens sont plus outillés. Hein, les gens sont plus professionnels que ce chef. Hein, dans ces sections-là, les gens sont plus professionnels que cet expatrié. Mais ils n'aiment jamais confier la responsabilité aux Togolais. De dire, d'être chef de section, ils n'aiment pas. Donc, ils préfèrent aller chercher un des leurs pour pouvoir assumer cette responsabilité et gagner gros devant les Togolais qui sont professionnels en la matière. Donc, voilà le système qui est érigé en règle, en gouvernement dans ces sociétés. Donc, les compatriotes n'ont fait que respecter pourvu que vous allez à l'encontre. Vous ne respectiez pas les consignes données parce qu'on les renvoie abusivement. Ça renvoie quand même aux conditions de travail, on va l'évoquer tout à l'heure, mais j'aimerais, je ne sais pas si vous avez rencontré les familles de ces victimes-là. Oui, bien sûr, nous avons rencontré. Dans quel état d'esprit se trouvent-elles en ce moment? C'est grave. Hein. Je crois que les familles ont besoin de l'assistance psychologique. Parce que là, personne ne s'attendait. C'est vrai qu'il y a des accidents de circulation, il y a des choses, mais aller au travail et être calciné comme ça, les corps ne sont plus reconnus. Je crois quand même qu'ils sont sous l'état de l'émotion. C'est la tristesse, c'est l'angoisse totale dans ces familles. Et vraiment, c'est ignoble ce qui s'est passé. Les faits sont ignobles. Dès que nous rappelons de ça, je crois que ce 30 juin pour nous restera une date mémorable dans l'histoire de l'administration industrielle au Togo, parce que pour nous c'est un drame national. Et si on avait décrété un deuil national d'un jour, pour cela, je crois quand même que ça aurait pu faire l'affaire, mais malheureusement que cela n'a pas été fait. Ailleurs ça se fait. Nous on n'a pas peut-être la culture de deuil national, c'est pas vrai, c'est pas grand chose, ce n'est pas chose ce n'est pas ce qu'on veut, mais quand l'événement se produit, je crois qu'il va falloir quand même qu'on s'y prête à ce jeu. Ça se fait ailleurs, c'est pour nous solidariser avec les compatriotes disparus. Donc AWASM, vraiment c'est l'une des sociétés. C'est vrai que dans toutes les sociétés de la zone franche, les 66 sociétés de la zone franche, ça se retrouve, les conditions de vie sont minables, exécrables, sont pareilles, mais je crois tristement AWASM on va revenir à cela. Est-ce que les familles vous ont dit si elles ont reçu quand même l'assistance de l'État?
Ouais, jusqu'à présent, je crois... Parce qu'on a lu des choses dans la presse, qu'elles ont reçu 100 000 francs pour les funérailles et tout ça. Je ne sais pas si vous confirmez. 100 000 francs, si vous restez à confirmer 100 000 francs pour les funérailles, est-ce que c'est ce dont les gens ont besoin? C'est 100 000 mais déjà, francs. est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme, parce que qu'elles ont reçu 100 000 francs de l'État pour les funérailles. Pour les 100 000 francs de l'État pour les funérailles. Est-ce que perdre une vie humaine et avoir 100 000 francs pour les funérailles, c'est ce qui importe? C'est ça ce qui est important? Mais pourquoi ne pas prendre des mesures en amont pour éviter ce genre de spectacle? Pour moi, c'est des spectacles. Aller donner de l'argent aux gens quand les gens sont victimes, au lieu de prendre des mesures en amont pour éviter ce genre de choses. Moi, c'est pareil, c'est ce qui vous prenez, c'est le même cas pour les inondations, où au moment où il fallait régler les situations pendant la saison sèche, où il faut répertorier ces zones-là, essayer de faire un travail de fond, on ne le fait pas. Mais c'est quand les inondations viennent qu'on se met en vedette pour donner des vivres et des non-vivres, on fait de tapage médiatique. Voilà, c'est la même chose. Moi, je crois quand même qu'il faut en finir avec ça. C'est vrai que c'est imprévisible. Tout peut arriver à tout moment. Si nous parlons de 100 000 francs, ce n'est pas pour faire jeter des fleurs à l'État. C'est assez minable de donner 100 000 francs. Mais là, est-ce que les familles ne sont pas inquiètes pour leur avenir? Parce que c'est quand même des pères qui sont morts. Oui, mais énormément. Les inquiétudes sont énormes. Les soucis sont énormes. Parce que là, on ne sait pas comment ce dossier va être géré. Il revient à la société civile, aux organisations de défense des droits de l'homme, de prendre ce dossier dans le corps. Vous, en fait. Oui, nous, en fait, c'est à nous de prendre ce dossier. Si ça ne tenait qu'à l'État togolais, vous savez, il y a eu beaucoup de choses, je ne vais pas en citer, vous en savez plus que les Togolais savent, il y a eu beaucoup d'événements dramatiques, mais où sont restés la suite? Les suites sont où? On n'a pas eu de suite. Les enquêtes, les commissions d'enquête n'ont rien donné. Les résultats n'ont jamais été rendus publics, mais s'ils sont rendus publics, c'est resté dans les oubliettes. Je crois quand même qu'il nous revient. C'est le rôle de la société civile de prendre ce dossier et d'aller jusqu'au bout pour donner satisfaction aux familles éplorées. Maintenant, comment on peut améliorer les conditions de travail de ces gens-là? Vous savez, la zone franche depuis 1989, si j'ai bonne mémoire, a été créée, c'est pour pouvoir de l'emploi au Togolais. Résorber le taux de chômage. C'était pour ça. Mais nous nous rendons compte que 26 ans après, la zone franche ne se porte pas bien, n'est pas en bonne santé. N'est pas en bonne santé parce que les 13 000 personnes employées qui sont recrutées dans la zone franche, peu de personnes peuvent dire qu'elles vivent mieux. Le reste, c'est des gens qui se débrouillent. C'est de bricolage. À quoi cela est dû, en fait? Mais cela est dû par le non-respect des tests. Des tests et des lois sociales. Il y a des tests. Le code du travail est là. La convention collective interprofessionnelle est là. La convention collective sectorielle, donc qui concerne la zone franche, est là. Justement, mais la question, à qui la faute si ces tests ne sont pas respectés? À qui la faute? D'abord, il y a les employeurs qui ne veulent pas respecter. L'État. Ils ont intérêt. L'État. Ils veulent gagner, ils veulent maximiser les profits. Il faut que derrière, il y ait des gendarmes. Ne payent pas d'impôts, sont exonérés des tâches. Donc, ils ont des avantages. Ces sociétés ont des avantages énormes. Et doivent normalement en ça va être reconverti en salaire pour améliorer les conditions de travail et de vie. Mais malheureusement, les gens travaillent sans casque. Il n'y a pas de mesures de protection, il n'y a pas de bottes, il doit y avoir des habits spéciaux pour ce genre de choses. Les gens sont au four, sont sur des machines, mais il n'y a pas de mesures de protection. Alors que les tests, c'est vrai, ça suscite une vague d'émotion, mais ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est Nina ou quelqu'un qui est décédée en plein travail et tout ça. En plein travail, elle était même malade, elle avait un certificat médical pour qu'elle est malade. Et le matin, là, elle devait prendre de la bouillie, mais voyant son chef venir, donc elle a laissé tout et finalement, elle a succombé. Je vais en venir, c'est que vous, en tant qu'organisation de la société civile, vous dénoncez, mais vous faites quoi de plus? Oui, je crois. Notre rôle, c'est de dénoncer. Premier, dénoncer, faire le monitoring. Ça, vous le faites déjà. Nous le faisons. Mais nous rencontrons aussi les syndicats de la zone franche. Nous rencontrons certains ouvriers et c'est à nous, nous leur disons ce qu'ils doivent faire. Parce que quand vous voulez travailler, il faut un contrat. Vous ne pouvez pas aller travailler sans contrat. Mais aujourd'hui, les gens se présentent, on leur signe un contrat de 6 mois. On leur contrat de 6 mois. Après, c'est un contrat de 6 mois. Après, un contrat de 6 mois. Et puis après, on vous renvoie.
Donc, vous revenez en tant que nouveau encore dans la société. Et parce que les gens là le font parce qu'ils ne veulent pas d'anciens. Parce qu'il y a des primes d'ancienneté, ils ne veulent jamais payer ces primes-là. Donc, on vous renvoie à tour de rôle. Ils ne veulent jamais, quand vous regardez les 5 personnes qui sont, les 4 Togolais là, la dernière fois, il n'y a qu'un qui a un contrat à durée indéterminée. Donc, le reste, ça suscite, vous voyez déjà l'inquiétude. Donc, quand il est sous contrat à durée déterminée, ce qui veut dire que dans quelques mois, son contrat va prendre fin. Et il faut préfère rester tranquille que de dénoncer. Il préfère rester tranquille que de dénoncer. Et aussi, il faut reconnaître quand même qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont complices. C'est les compradors, on les appelle, c'est des compradoriens, c'est des gens, ces gens-là qui font le jeu comme depuis le temps des indépendances, des employeurs qui font le jeu de colons, des bêtes, et c'est eux justement, parce qu'à certains moments où nous intervenons, vous constatez que ce n'est pas l'expatrié, le chef de la société, le directeur de la société qui licencie, mais c'est les Togolais. Vous voyez, c'est les Togolais qui sont des chefs, qui sont sous l'administration de ces expatriés-là, c'est eux qui font. Mais il est important de préciser que ce n'est pas seulement les expatriés qui font ce genre de choses. Il y a les Togolais, les opérateurs économiques togolais, parce que ça il faut préciser, ce n'est pas seulement les expatriés qui le font, mais les expatriés, il faut reconnaître quand même que ils violent les droits, les tests et les lois de la République. Donc c'est comme s'ils sont sur un terrain conquis. L'un d'être quelqu'un qui est contre les étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, mais il faut reconnaître quand même que ce qui se fait, l'État togolais a une part de responsabilité. Parce que l'État ne suit pas. Jusqu'en 2013, le code d'application, le décret d'application de la convention sectorielle, qui porte même le salaire, le SMIC à 35 000 francs, depuis janvier 2013, cela est rentré en vigueur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des sociétés dans lesquelles on ne peut pas les 35 000 francs. Et quand les gens payent 35 000 francs, les gens pensent que c'est le plafond. Non, c'est le salaire de base. Vous allez voir les opérateurs qui disent, non, nous payons déjà 35 000. Pour quelqu'un qui a 6 ans de travail, qui a 7 ans de travail, vous lui payez 35 000 francs. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est un miracle, Samuel? Ce n'est pas un miracle. Donc, vous voyez comment la situation se présente. Donc, les tests ne sont pas respectés. Ça, il faut le dire. Et il n'y a pas de force contraignante. C'est comme ces gens-là, vous voyez, il n'y a pas de force contraignante pour dire, mais respecter les tests, non, on ne leur dit pas. On ne leur dit pas. Les inspecteurs du travail ne sont pas là. On ne les voit pas sur le terrain. En principe, les tests prévoient des visites inopinées de ces inspecteurs qui descendent sur les terrains, dans les zones franches, pour vérifier, pour contrôler, et pour examiner ce qui fait sur le terrain. Mais la plupart du temps, vous le voyez, ils se retrouvent au bureau de ces directeurs généraux de l'administration, et puis ils ne descendent pas sur le terrain pour voir comment nos compatriotes souffrent. C'est ce qui est dommage. Un inspecteur du travail. Alors, vous allez à la zone franche, à la SAZOF, c'est pareil. SAZOF n'a jamais réglé des cas en faveur des employés. Des employés, c'est toujours des employeurs. Nous, à plusieurs reprises où nous avons porté les sujets, les problèmes au niveau de la SAZOF, c'est toujours en faveur des employés. Pourtant, les employés togolais ont raison sur plusieurs plans. On licencie, on les insulte, on les frappe. Vous voyez, mais ce qui s'est passé avec les Chinois sur les travaux de la nouvelle Arga. Donc c'est pour vous dire que les tests, les lois sociales ne sont pas respectées. Les tests sont là, tout est là aujourd'hui pour faire des travailleurs togolais, des gens qui répondent aux normes, pour répondre aux normes internationales. Mais c'est ça. Le Togo se plaît de ratifier les tests, d'harmoniser les tests sur le plan international. On dit bon, les tests sont là, mais le mode d'application, c'est ça le problème. Nous avons de beaux tests, mais l'application... Justement, si je vous renvoie à votre responsabilité, c'est pour savoir ce que vous faites en tant que mouvement de la société civile vis-à-vis de ces employés-là pour les amener à connaître quand même leurs droits. Oui, mais justement, avec les syndicats, avec les centrales syndicales dans les médias, oui. Si vous allez devant le ministre du Travail, etc., eux, ça ne change pas leurs conditions. Maintenant, il faut qu'eux-mêmes ils soient au courant de leurs droits pour qu'ils puissent eux-mêmes les revendiquer. Il faut reconnaître qu'il y a les centrales syndicales qui sont les syndicats qui sont
affiliés à la zone, enfin, de la zone franche, donc qui font leur travail, qui font des séminaires, qui expliquent aux uns et aux autres leurs droits. Oui, les séminaires dans les bureaux, tout le monde le sait, ça se fait chaque semaine, mais ça ne change rien sur Non, le terrain. non, ce n'est pas au bureau que ça se fait. Oui, on le voit tout le temps, ils sont assis, ils disent qu'ils font des formations de 2 ou 3 jours, ça ne change rien Non, dans la réalité. Non, justement, comment tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on sensibilise les gens pour leur dire effectivement ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire, leur devoir et leur droit. Et c'est ça. Où est-ce qu'on va faire les séminaires? C'est sur le terrain? Non, c'est les ouvriers là qui sont autour. C'est à eux qu'on dit les chefs de section, les délégués qui vont répertorier ces enseignements reçus à la base pour que les gens soient bien informés. C'est dire que moi je dis l'État togolais a la responsabilité de protéger ses fils et ses filles. Mais c'est ça qui manque à tous les niveaux. Et notamment dans la zone franche où les Togolais, comme on le dit, un adage, on travaille pour acheter du mouton. Mais au Togo, on travaille pour être mouton. Parce que là, apparemment, quand vous voyez ce qui se passe dans la société de la zone franche, Samuel, je crois que des fois même, vous ne pouvez rien revendiquer. Nous sommes devenus des ennemis de certaines sociétés. À force de vouloir revendiquer, à force de vouloir dénoncer. Dès qu'il y a quelque chose, nous dénonçons. Dès qu'il y a quelque chose, nous ne dénonçons pas, nous proposons. On a proposé à l'État togolais, au ministre des Mines et autres, sur la société Ouassem qu'il faut revoir. Parce que vous voyez, des gens qui sont mutilés, des gens qui ont le bras coupé, des gens qui ont les pieds coupés, qui sont là, mais qui ne peuvent rien. Mais c'est des incidents de travail. Et puis au-delà de ça, on le dit et on parle véritablement des employés, mais il y a aussi les normes environnementales qui ne sont pas respectées, ce qui fait que les gens qui entourent la société développent des maladies, il y a des dents jaunes, etc. Justement, l'étude, comment on appelle, l'étude, l'impact environnemental de ces sociétés sur ces zones sont très vivaces, sont très claires. Mais est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour permettre à ces gens de vivre normalement? Et de surcroît, quand une société, par exemple, lors de l'implantation d'une société, il faut évacuer, il faut délocaliser les gens, aller les localiser quelque part. Vous voyez les conditions dans lesquelles les gens se retrouvent? Parce que ils sont expropriés. Et ils n'ont plus de terrain, ils n'ont plus de terre. Et quand on va les mettre quelque part où apparemment il n'y a rien, alors que les gens vivent des activités champêtres, vous voyez dans quel discours. Et puis après, leurs droits ne sont pas payés, les droits ne sont pas payés. Tu vois, donc, finalement, c'est comme si quand vous prenez les zones industrielles, les zones minières, par exemple, c'est comme si ces ressources minières sont devenues source de malédiction. Pourtant, les terres sont bénies et ça doit contribuer au niveau, à l'amélioration, au développement de vie. Comme tu le dis très bien, par exemple, l'Assemblée nationale, depuis 2010, a voté une loi pour la contribution des industries extractives au développement local, régional et national. Les textes sont là depuis 2010, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est jamais appliqué. Donc, c'est un véritable méli-mélo qui se fait dans ces sociétés de la zone franche, ces sociétés extractives, et cela pose un problème, la problématique du non-respect des textes et des lois de la République, et des textes et des lois et des lois sociaux. Donc, c'est ce problème-là. Ça ne fait qu'avantager les sociétés-là, qui sont sur un terrain conquis. Parce que autour d'eux, en face d'eux, il n'y a pas de forces pour les contraindre à agir. Tantôt, vous les voyez, l'administration de Ouassem nous a toujours dit « Go and see your government ». Je rappelle toujours ce mot-là, « Go and see your government ». Allez voir votre gouvernement. Nous sommes allés voir le gouvernement, on a demandé au ministre en charge, mais qu'est-ce que cela veut dire « Go and see your government ». Nous n'avons jamais eu de réponse. Ce qui veut dire que le gouvernement, quelque part, est responsable de ce qui se passe. Donc à Ouassem, le comble est atteint, le drame est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent? Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on est à l'abri d'une réédition? Oui, bon, dans l'histoire d'accidents de travail, voilà, c'est Est-ce qu'on peut parler d'un accident de travail? C'est une négligence, ça. Oui, c'est plus que... Oui, c'est un accident de travail, c'est plus que l'accident de travail, mais qu'est-ce qu'on l'appelle? C'est un accident de travail, mais plus qu'une négligence, parce que, comme je l'ai déjà dit, on aurait pu éviter ce genre de choses. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que l'État togolais, le gouvernement togolais a pris la mesure des choses pour dire, écoutez, nous ne pouvons pas perdre des vies. Les compatriotes ne peuvent pas perdre comme ça très facilement leur vie. Et maintenant, il faut que
nous revoyons le système, ce qui se fait. Est-ce que moi, c'est la première question. Si on demande de faire une enquête, de situer les responsabilités sont où? On va aller chercher où? Une journée suffit pour détecter les responsabilités. Parce que celui qui a amené les gens, c'est au niveau de la cité, il est responsable. Il est responsable. Donc on n'a pas besoin d'une semaine, de 2 semaines d'enquête. Il faut rapidement situer les responsabilités puisqu'elles sont déjà là et poursuivre ces gens-là et les condamner. Je crois quand même s'il y a condamnation, parce que pour avoir violé les lois, il y a condamnation, les autres vont se ressaisir. Sinon, on n'est pas loin de la réédition, puisqu'il dit, bon, ça s'est passé, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de sanctions. Bon, donc, ce qui veut dire que le Togo est toujours ouvert, nous pouvons tout faire. Maintenant, la réédition, moi je le dis, il faut que la société civile togolaise soit forte. La société civile togolaise doit être forte pour pouvoir agir dans ce genre de choses. Porter les choses, si au niveau du tribunal national, ça ne marche pas, il y a d'autres cours, il y a d'autres instances qu'on peut saisir. Il y a BIT, le Bureau international du travail, on peut saisir ces instances-là, relater les faits, parce que le Togo fait partie, le Togo a ses engagements devant ces instances internationales. Donc je crois quand même que c'est à nous de travailler dur. Il ne faut pas attendre grand-chose de l'État. C'est à nous de pousser l'État à agir. Si on ne le fait pas, je crois que les compatriotes vont continuer par décéder, vont continuer par mourir de la négligence de ces opérateurs économiques. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que la zone franche aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, ça a été créé pour résorber le problème du chômage. Mais ça fait des années, 15 ans, 20 ans que certaines entreprises sont dans la zone franche et n'y sortent jamais. Dommage. Alors qu'on voit les campagnes de publicité que lance aujourd'hui l'Office togolais des recettes pour quand même faire rentrer de l'argent. Il faudra aussi prospecter de ce côté-là pour que ces entreprises qui ont fait du temps puissent sortir de là. Déjà, quand les gens font 5 ans déjà, ils doivent sortir du système de la zone franche. Mais les gens sont là 20 ans, ça les arrange. Et on ne dit rien. Mais ça les arrange, je dis Samuel, ça les arrange. Et l'OT, en principe, l'OT doit attaquer cette partie-là de la zone franche, puisque le système, comment ça se fait, Samuel, si tu ne le sais pas, je te le dis. Voilà, les gens font 5 ans, ils peuvent dire qu'ils ont fait faillite, ils peuvent décliner la société, peut-être ça va changer de nom, à un autre compatriote qui fait 5 ans, qui aussi dit qu'il a fait faillite. Et puis c'est comme ça, et puis le système, c'est comme ça le système. Oui, mais c'est facile de le faire. mais l'État, c'est le tout-puissant, on ne peut pas quand même flouer l'État de cette façon-là. Oui, bien sûr, certainement. Ils ont mis un moyen pour connaître la vérité. Certainement, aujourd'hui, nous savons comment ça fonctionne. Il faut que l'État prenne des mesures pour dire que ces gens-là ne vont pas éternellement rester dans la zone franche. Parce que les avantages sont énormes dans la zone franche. Et dis-toi que les chiffres d'affaires là, ça ne profite pas, puisque nos compatriotes ne sont pas bien rémunérés, ne sont pas bien payés. En principe, s'ils étaient mieux payés, ça allait permettre à notre économie, ça allait permettre à notre économie de marcher, selon les normes. Mais ils ne sont pas bien payés, et c'est les expatriés, c'est eux qui souvent, ils construisent plutôt leur pays d'origine. Ça, c'est une vérité, il faut le dire. Puisque nos compatriotes, le Togo n'en bénéficie pas, mais c'est vrai que les autorités peuvent en bénéficier, parce que certainement, elles peuvent en bénéficier. Mais les citoyens n'en bénéficient. Donc, ce qui a lieu de faire maintenant, parce que vous pouvez imaginer que les gens travaillent sur ils ne sont pas déclarés à la caisse. Ils ne sont pas déclarés à la caisse. Certainement, on prélève, même des fois, on prélève sur le salaire des gens, mais ils vont à la caisse, le compte est ouvert. Mais aucun versement. Aucun versement. Vous pouvez imaginer? C'est prélevé sur le bulletin de paye. Qu'on a prélevé un mois, par mois, 2000, 3000, on prélève, mais ils vont à la caisse, on dit le compte est ouvert, il n'y a rien dans la caisse. Mais là, est-ce que vous, par exemple, ce n'est pas des preuves dont vous disposez pour quand même attaquer mais justement, en justice? Mais justement, c'est des preuves dont nous disposons de ces preuves. Les preuves, là, nous les disposons aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Oui, mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour porter cela devant les juridictions nationales ou internationales pour que des sociétés véreuses soient sanctionnées sévèrement pour donner l'exemple aux autres? Non, je crois qu'il est temps. Il est temps maintenant. Oui, pour vous. Non, il est temps que nous agissions. Ça, je le dis sincèrement. Si au niveau, je l'ai déjà dit, si au niveau du tribunal, de nos instances nationales ici, ça ne marche pas, donc il faut aller au-delà sur le plan international. Parce que là, sincèrement,
sincèrement, au Togo, le travail, surtout dans ces secteurs-là, secteur privé, et surtout de la zone franche, je crois que c'est du désordre total. Et vous ne pouvez pas imaginer que on recrute des gens sur l'État, et puis on les fait travailler plus de 8 heures de travail par jour. Au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Et quand les gens font des surplus, des heures supplémentaires, on ne leur paie que les heures normales. Mais dans quel pays on peut accepter ce genre de choses? Mais au jour le jour, c'est ce qui se fait. Bon, donc, je crois quand même que ce qui s'est passé, le drame de Ouassem pour nous, c'est un tremplin. C'est un tremplin, c'est malheureux, mais c'est un tremplin sur lequel nous pouvons maintenant monter pour pouvoir remettre de l'ordre dans les sociétés de la zone franche. Maintenant, quelles sont les propositions concrètes que vous avez pour qu'on puisse changer les conditions de ces personnes-là? Notamment, si je prends le Ouassem, nous avons estimé quand même que le tâcherat, c'est vrai que l'article 79 du Code du travail reconnaît cela. C'est des sous-entrepreneurs qui vont négocier, avec les sociétés et sont partis des sociétés de ressources humaines et recrutent pour d'autres sociétés. C'est normal. Mais nous estimons que surtout dans le cas de Ouassem, que cela soit totalement aboli. Dans le cas, oui, bien sûr. Il n'y a pas que Ouassem. Il n'y a pas que Ouassem. Même nous commençons par Ouassem. Parce que nous estimons quand même que ces gens ne disent pas la vérité, ne sont pas dans les normes en matière d'attribution de salaire à leurs employés. Donc nous estimons que cela va permettre à l'administration de Ouassem d'avoir des contacts directs avec les employés. Puisque des fois même, l'administration de Ouassem dit carrément qu'elle n'est pas concernée, ni ses responsabilités. Et des fois, c'est à raison. C'est à raison. Puisque c'est le sous-traitant. Justement. Parce que Ouassem n'a aucun contrat avec ses employés. C'est vrai que c'est le nom de sa société qui est porté par Je travaille à Ouassem. Mais l'administration, vous n'avez pas encore contrat avec l'administration. Le contrat, c'est avec d'autres sociétés. D'autres sociétés. Bon, donc, j'estime quand même que... Ça, le plus difficile, c'est de se dire que c'est des Togolais qui font ça. Oui, c'est des Togolais qui font ça. Moi, on a eu la chance de le rencontrer, cet tâcheron à plusieurs fois. Mais ce que c'est des Togolais. C'est des Togolais qui font souffrir leurs compatriotes. À ce niveau-là, on ne donne pas raison, on ne dédonne pas les expatriés. Mais là, les Togolais s'appuient sur ça pour pouvoir s'enrichir. Et ça, ils sont énormément riches. Bon, donc je vois quand même que ce qui est, c'est que les tests et les lois de travail soient respectés. Et que ce soit le Code du travail, que ce soit la convention collective interprofessionnelle et la convention collective et la convention sectorielle, ça doit être, si cela est respecté, je ne crois pas que et l'employeur n'auront pas de problème. C'est ça. Donc, mais c'est parce que ce n'est pas respecté à tous les niveaux. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le non-respect de ces tests-là. Dès que ces tests sont respectés, je ne crois pas qu'on aurait évité le drame parce que quand l'employé dit que ce n'est pas possible, je crois qu'il revient au chef de dire il faut que nous sachions exactement ce à quoi il faut s'en tenir. Mais malheureusement, voilà ce qui dernière question, Pasteur Edo, comme les familles des victimes sont là, ils ont perdu leur papa, le soutien financier de la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces familles-là maintenant? Donc, ce qu'il faut faire pour ces familles, je crois que je te l'ai déjà dit, nous on a déjà rencontré ces familles-là. C'est de l'émotion, c'est des gens qui sont toujours sur le choc et ils ont besoin d'une assistance psychologique pour pouvoir les suivre un peu, essayer de leur donner un moral, essayer de c'est vrai, mais c'est pas de les amener. Psychologique qui va nourrir les enfants. Non, je sais, non, c'est très important. Parce que je ne veux pas qui est encore, nous ne souhaitons pas qu'il y ait encore d'autres. Parce que la question que ces parents sont en train de se poser, c'est comment devenir les enfants. D'autres qui succombent. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est vrai que, est-ce que ce qui est ouvert comme enquête, comme commission, le parquet de Tablebo qui est saisi, qu'est-ce que ça va donner? Bon, c'est la question qu'on se pose. Mais ce qui est, c'est que dans ce genre de choses, dans ce genre de circonstances, les gens doivent être indemnisés. Mais à hauteur de combien? Et comment ça se fait? Comment les calculs se font? Bon, je crois quand même que l'administration du travail doit être plus indiquée. Mais ce que je sais, c'est que nous n'allons pas nous taire sur ce dossier.
nous allons poursuivre ce dossier avec le concours d'autres associations de la société civile de défense des droits de l'homme. Nous allons poursuivre ce dossier pour que la lumière soit faite et que les familles puissent rentrer dans... Enfin, ça c'est dans leur droit parce que c'est leur famille qui sont... Ils ont perdu leurs proches, ils ont perdu leurs parents. Il faut quand même qu'il y ait des réparations pour pouvoir poursuivre la suite de la vie, s'il faut le dire. Pasteur Eido Komi, merci d'être passé dans cette émission. Samuel, c'est un plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Merci. Voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à la préparer. Je vais vous retrouver le dimanche prochain. Merci.